c'est une situation, je disais, qui est beaucoup plus générale que ce cas particulier de Médée, ou même plus générale que les cas de colère, ou même que les cas de vengeance, puisqu'elle se présente, on peut dire que c'est ce genre de situation qui se présente à chaque fois que des individus agissent contre eux-mêmes, agissent contre leurs propres intérêts. Agir contre ses propres intérêts, c'est ce que les Grecs nommaient l'akrasia. L'akrasia, c'est, on pourrait le traduire par paradoxe de la volonté. Et on parlera d'akrasia pour désigner par exemple des situations dans lesquelles un individu ne suit pas des résolutions qu'il a prises lui-même et qu'il sait être bonnes pour lui. Sa volonté paraît ici divisée. Le non-respect d'un traitement médical, par exemple, non-observance, c'est aussi un cas d'akrasia. L'analyse de ces situations est bien entendu décisive pour la prévention. La procrastination, c'est-à-dire le fait de remettre sans cesse au lendemain ce qu'on a à faire, voilà encore un cas d'akrasia. Alors, dans ce que je vais vous présenter, dans la conférence que je vais vous présenter, j'examinerai cette situation d'akrasia en suivant tout particulièrement les situations où elle se révèle par une colère du genre de celle de Médée. Et je le ferai en suivant, dans une première partie, la façon dont ces phénomènes furent conceptualisés et compris dans l'Antiquité, dans notre culture, mais donc il y a un certain temps déjà. Et puis ensuite, je suivrai la façon dont nous comprenons aujourd'hui ces phénomènes. Et vous verrez qu'il y a un changement assez important entre ces deux façons de concevoir les mêmes phénomènes. Et à partir de là, je vous exposerai ce que nous faisons ici dans le laboratoire Epsilon pour apporter une contribution à ce débat. Alors la problématique, donc, c'est la suivante. J'exposerai d'abord le couple passion-raison dans l'Antiquité, puisque en fait c'est sous cet aspect-là, c'est à l'intérieur de cette opposition que sont pensés les phénomènes d'akrasia dans l'Antiquité. Et puis dans un deuxième temps, donc nous rapprochant de travaux contemporains, j'examinerai le couple nature-culture, qui est celui donc, qui a remplacé le couple traditionnel passion-raison. Et l'analyse de la différence entre ces deux couples permet de faire ressortir certains aspects des problématiques contemporaines qui sont particulièrement cruciaux. Alors je le disais, Médée a cette phrase, je vois le meilleur, je l'approuve, je fais le pire. La phrase est écrite en latin, elle mérite d'être... Elle a un certain éclat en latin, vidéo meliora provoque, deteriora sequor. C'est l'emblème de la servitude de la passion. Dans le Protagoras de Platon, vous trouvez cette phrase que prononce Protagoras, connaître ce qui est le meilleur et ne pas le faire, bien qu'on le puisse, et faire le contraire. Là encore, c'est une autre façon, peut-être un petit peu plus lourde, mais c'est une autre façon de dire la même chose, et de s'intéresser au même type de phénomène. Alors, je vais d'abord indiquer en quoi, dans l'Antiquité, ces phénomènes paraissent suffisamment expliqués si on les fait apparaître dans la tension des deux concepts de passion et de raison. Alors, la passion dans l'Antiquité, c'est considéré comme la maladie de l'âme, le pathos de la passion, c'est la maladie qui s'applique à cette partie spéciale du corps humain qu'on appelle l'âme, l'esprit, si on veut. Et le philosophe, c'est le médecin de l'âme, c'est celui qui est capable de prodiguer des traitements à ces parties malades, à l'âme lorsqu'elle est malade. Le paradigme de la passion, c'est-à-dire ce que les Grecs, pour la plupart, quelles que soient leurs écoles, il y a plusieurs écoles bien sûr qui discutent de ces questions. Il y a Platon, l'école platonicienne, l'école aristotélicienne, les stoïciens, les épicuriens, pour citer les quatre principales. Il y en a aussi d'autres plus
marginal, mais il y a des points communs entre ces écoles, et il y a notamment le fait que la passion est pensée sous le paradigme de la colère. Et non pas de l'amour, par exemple. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de passion, on évoque plutôt l'amour. Dans l'Antiquité, c'est la colère. La passion, en tant que maladie, s'oppose à l'action. Une passion, c'est une servitude, c'est-à-dire quelque chose qui entrave l'action, et c'est en ce sens, c'est parce qu'elle entrave l'action, qu'elle est une maladie et qu'on cherche à s'en débarrasser. Alors, une petite chose que je note au passage, vous verrez pourquoi je le note, au milieu de cet accord, je le présente comme un accord sur... il y a certains points, effectivement, qui font consensus entre les différentes écoles de philosophie. Il y a quand même des différences, et même des différences importantes dans l'appréciation de la passion, et de la passion colérique, notamment. Je signale cette différence entre Aristote et les stoïciens. Pour Aristote, la colère n'est pas toujours mauvaise. Elle est généralement mauvaise, elle est certainement mauvaise si elle est excessive, mais elle n'est pas fondamentalement mauvaise. Un homme même qui ne se mettrait jamais en colère ne serait pas un homme, pour Aristote. Il faut avoir cette potentialité de se mettre en colère pour être pleinement humain. Donc, pour lui, dans la colère comme dans tout autre domaine d'ailleurs, ce qui importe pour juger du bien et du mal, ce n'est pas le tout ou le rien, c'est le bon équilibre. C'est le ni trop ni trop peu. Il faut savoir se mettre en colère, mais pas n'importe quand et pas avec n'importe quelle intensité. Donc, les stoïciens opposent aux aristotéliciens une idée différente. Ils disent non, pas du tout. La colère est toujours mauvaise. S'il faut réagir à un affront, par exemple, bien sûr, il faut le faire, mais ce n'est pas par colère, ça doit être uniquement par vertu. Donc, valeur de la colère, chez Aristote, il existe de bonne colère, ce qui n'est pas le cas donc, chez les stoïciens. L'acrasia, pour revenir à ce thème, c'est toujours pensé comme une passion. Une passion, le point commun de ces diverses passions, c'est qu'elles provoquent une akrasia, et donc la passion nous fait faire des choses que nous allons regretter ensuite. Par conséquent, il est essentiel de décrire la passion, et on va trouver effectivement dans l'Antiquité toute une série de descriptions, notamment de descriptions de la colère. Vous en avez une ici, Sénèque, c'est un livre très célèbre, encore commenté beaucoup aujourd'hui, le De ira de Sénèque, de la colère. Et une des questions que pose Sénèque dans ce livre, c'est la question de savoir si les animaux peuvent se mettre en colère. Les animaux connaissent-ils la colère? Voici sa réponse. La colère est inconnue des bêtes sauvages, et de tous les êtres à l'exception de l'homme. Alors tous les êtres à l'exception de l'homme, on peut penser qu'il a en tête par exemple la colère des flots. Parfois on attribuait de la colère même aux éléments inertes. Et donc seuls les hommes, affirme-t-il, peuvent éprouver la colère. En effet, quoi qu'elle soit l'ennemi de la raison, elle ne peut naître pourtant que là où il y a place pour la raison. Les bêtes ont de l'emportement, de la rage, de la sauvagerie, des dispositions agressives, mais elles ne sont pas plus susceptibles de colère que de luxure, et pourtant, pour certaines volontés, elles sont plus ardentes que l'homme. Et il conclut, les animaux n'ont que des semblants de colère. Alors, cette question de la colère chez l'animal, elle va me permettre de faire la transition avec la situation contemporaine, transition qui se fait en parallèle avec un changement de vocabulaire. On ne va plus parler, à partir d'un certain moment, et ce moment, on peut l'identifier rétrospectivement comme gravitant, disons, étant autour de la contribution de Darwin. On ne va plus parler de passion, on va parler d'émotion. Et le couple passion-raison va lui-même être substitué par le couple nature-culture.
Et donc à l'origine de cette transition, il y a un regain d'intérêt pour la colère chez l'animal, la passion, les mouvements qui manifestent une certaine émotion chez l'animal, et on trouve ça tout spécialement développé dans le livre de Darwin qui s'intitule L'expression des émotions chez l'homme et chez l'animal, paru en 1872. Darwin met l'accent, donc c'est pas le grand livre, L'origine des espèces, paru en 1859, c'est un peu plus tardif. Darwin met l'accent sur le fait que les émotions existent, déjà chez l'animal. L'homme présente des caractères qui prolongent aussi dans l'expression de ces émotions, qui prolongent ceux de l'animal. La phylogénèse implique une ontogénèse, c'est-à-dire le fait de repérer les structures qui sont à l'origine de ces émotions, va aussi entraîner le fait qu'on s'intéresse à l'apparition progressive dans les êtres vivants de ces mêmes structures. Alors, pour récapituler la situation telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle n'était pas connue évidemment avec autant de détails du temps de Darwin, mais le concept était déjà acquis. Homo sapiens, 200 000 ans, l'homme, 2 millions d'années, le plus proche ancêtre commun avec le chimpanzé, je dis le plus proche ancêtre commun, parce que bien entendu, nous avons des ancêtres communs plus lointains, ce qui compte, c'est le dernier, nous avons aussi des ancêtres communs avec tous les autres vivants.